Bonjour, bonsoir, chers étudiants et chères étudiantes. Donc la présente séance ou audio ou vidéo va porter sur l'introduction au cours sur les séries chronologiques. Donc cette partie, c'est le chapitre 2 de notre UE qui porte exactement le même nom que l'UE. Mais ne vous y trompez pas. Je crois l'avoir dit un peu en introduction à ce cours. J'avais donc dit que le cours s'appelle série chronologique, mais on n'y fait pas que des séries chronologiques là-dedans. Le premier chapitre, par exemple, n'est pas un chapitre sur les séries chronologiques. Voilà, donc c'est une appellation un peu biaisée, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la compétence que vous allez acquérir à l'issue de ce cours. Donc, cette partie qui va porter ainsi sur la définition ou l'introduction aux séries chronologiques a pour objectif de vous définir donc les séries chronologiques et d'utiliser justement la première partie du cours, le premier chapitre, pour déterminer ce qu'on va appeler les trains. Donc, nous allons utiliser la notion de régression linéaire ici. On va l'utiliser beaucoup dans ce cours. Donc, le chapitre 1 du cours est le chapitre fondamental que vous devez bien maîtriser pour pouvoir assimiler la suite. Okay. Alors, par définition, c'est quoi une série chronologique? Donc, le document vous dit que une série chronologique est d'abord une variable statistique. Donc, la série chronologique est une variable statistique dont les observations sont repérées dans le temps. Donc, une série chronologique est d'abord une variable statistique dont les observations sont repérées dans le temps. Et on les appelle également les séries temporelles ou tout simplement les chroniques. Donc, quand on vous parle de séries chronologiques, on fait d'abord référence au temps. Absolument. Pas de série chronologique sans parler de temps. Donc, quand vous parlez de la chronologie des faits, c'est qu'on veut lier les faits au temps. Au temps T1, qu'est-ce qui s'est passé? À T2, qu'est-ce qui s'est passé? Et ainsi de suite. Alors, quelques exemples déjà pour commencer. Donc, vous avez ici l'évolution des étudiants d'une faculté de 2002 à 2012. Ou encore l'évolution du chiffre d'affaires mensuel d'une entreprise de janvier à décembre de la même année. Voilà. Donc, lorsque vous avez les séries chronologiques, quand vous avez les séries chronologiques, tout comme les exemples qui sont donnés ici, par exemple, vous voyez, vous avez trois tableaux A, B, C. Donc, on vous a d'abord donné le temps. Vous voyez, le temps, c'est ici, le temps T. Le temps T. Et ensuite, donc d'abord, il y a le temps T. Le temps T qui est là. Et la valeur de la série à chaque date. La valeur de la série à chaque date. Donc, comme dit tout à l'heure là, quand on parle de série chronologique, c'est qu'on parle d'abord du temps. Donc, quand je prends l'exemple A par exemple, vous avez donc le temps et la valeur de la série. Alors, vous allez me demander donc, je vous avais dit au début de ce cours, au chapitre 1, que ce cours s'intéresse beaucoup plus à l'analyse multidimensionnelle et que chaque fois on aurait toujours deux éléments, deux variables. Mais ici on vous parle de série chronologique. Où est la deuxième variable donc? Alors chers amis, la deuxième variable d'entrée c'est le temps. Donc lorsqu'on vous donne une série chronologique, il y a la série elle-même qui a ses valeurs, mais il y a également le temps, puisque c'est à chaque date, à chaque temps qu'on donne une valeur à la série. Donc, lorsque vous avez une série chronologique, d'emblée, sachez-le que vous avez automatiquement, je dis bien automatiquement, deux variables, à savoir le temps et ensuite la série elle-même.
Donc, comme on avait dit au chapitre 1, quand on a donc deux variables, ouais, le temps, on peut supposer que le temps est quantifiable, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le mois de janvier, c'est 1, février, c'est 2. Et quand on vous dit 2001, 2002, 2003, déjà c'est bon. Quand on vous dit trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, on peut se supposer que c'est un peu quantifiable. Voilà. Et donc, on peut représenter donc le nuage de points. Le nuage de points. Alors, regardez ce qui se passe ici. Donc, vous avez ces nuages de points-là qui sont issus des tableaux A, B et C en haut. Et ici, on n'a pas fait que le nuage de points, on a joint les points. Vous voyez, on a joint les points. Pourquoi est-ce qu'il a été possible de joindre les points ici? Il a été possible de les joindre parce que le temps est bien chronologique, le temps est bien croissant. Voilà. Quelqu'un avait fait un exercice comme ça pour le chapitre passé où il a joint les points. Il a dit non, quand on fait un nuage de points, par principe, on n'a pas besoin de joindre les points. Mais pour les séries chronologiques, vous avez l'obligation de joindre les points. Ça vous donne une petite indication sur votre courbe. Voilà, donc vous regardez par exemple pour la courbe 1, la courbe 2, la courbe 3. Voilà. Pour l'instant, l'objectif, ce n'est pas de tirer une conclusion, c'est juste de savoir représenter dans une série. Donc, sachant faire les points, le nuage de points, vous pouvez maintenant faire aisément qu'on appelle-t-on, les nuages, vous pouvez aisément représenter une série chronologique. Alors, ici, on vous dit qu'une série chronologique peut être continue ou discrète par rapport au temps. Et on dira que la série chronologique est continue par rapport au temps si on peut affecter à toute date à cette série-là une valeur. Par exemple, quand vous prenez le marché boursier, si nous allons en économie, quand vous prenez le marché boursier, le taux de conversion entre le dollar et l'euro, vous allez voir que chaque matin ou bien le soir, du matin au soir, midi, ce taux-là change. Donc, à chaque instant, ce taux-là change à fonction des actions des acteurs sur le marché. Vous voyez, donc, c'est un taux qui change toujours à chaque instant. Donc, une série, comme taux de change, est dépendante du temps. Ça dépend du temps et à chaque instant, ça change. Voilà, donc les séries, on les appelle les séries donc continues. C'est le cas donc des marchés boursiers. Mais vous pouvez trouver plein d'autres exemples que vous pouvez partager dans le cours. Vous pouvez me partager ça rapidement. Si vous trouvez des cas de séries continues, donnez ça et on va discuter entre nous. Alors, on a aussi les séries discrètes qui sont des réalisations réalisées à des intervalles réguliers ou non. Donc, généralement, les séries chronologiques discrètes sont des séries annuelles. Donc, on aura des séries qui sont soit annuelles, soit journalières, soit hebdomadaires, soit trimestrielles, soit... Voilà. Donc, c'est des séries qui sont liées à comment appelle-t-on, des périodes que vous connaissez habituellement. Alors, on a dit que la série peut être liée à une période régulière ou non. Ça veut dire qu'on peut avoir une série, par exemple, en janvier, on l'a en mars, on ne l'a pas en avril, en mai, on peut l'avoir en juillet. Voilà, donc ça peut être irrégulier. Mais lorsque la série est irrégulière, son étude paraît un peu compliquée. Ça paraît compliqué. Donc, généralement, en économie ou en gestion, vous serez toujours face à des séries qui sont plutôt régulières. Alors, pourquoi étudions-nous donc une série chronologique? Alors, dans notre cours, je reviens ici d'abord sur les séries par rapport au temps, continues ou discrètes. Dans notre cours, nous ne parlerons que des séries discrètes. Les séries continues, ce n'est pas encore à votre niveau. C'est pas encore à votre niveau. Vous les verrez peut-être plus tard pour ceux qui vont aller faire les finances et autres. Vous pouvez les croiser. Mais ici, pour l'instant, nous parlerons plutôt des séries discrètes. Voilà. Alors, nous étudions une série chronologique pour plusieurs raisons. Donc, quand on étudie une série chronologique, c'est qu'on veut distinguer en gros 4 composantes. Donc, si on vous demandait de savoir c'est quoi les composantes d'une série chronologique, faites attention, on va les citer tout à l'heure à travers l'audio ou la vidéo qui va arriver. Merci.
Alors, nous continuons cette séance sur les séries chronologiques. Et on va donc présenter ici le but de l'étude des séries chronologiques ou séries temporelles. Donc, dans le cours, on va mélanger les deux appellations. Tantôt, on parlera de séries chrono ou de séries temporelles ou de chroniques. Alors, on étudie donc les séries chronologiques pour isoler ce qu'on appelle des facteurs ou des composantes qui régissent son évolution. Donc, une série chronologique peut être régie par des facteurs ou des composantes. Alors, donc, dans la littérature, scientifiquement, on peut isoler 4 composantes dans l'évolution d'une série temporelle. Et ces composantes sont les suivantes. Il y a d'abord ce qu'on appelle la tendance générale ou le trend, tendance générale ou le trend. Donc, on va beaucoup plus utiliser le mot trend, c'est en anglais. Qui dit trend en anglais dit encore tendance. Voilà. Trend, tendance générale ou le trend. Donc, habitué à voir ça maintenant. La composante saisonnière. La composante saisonnière. Attention au QCM, c'est des questions qu'on peut vous poser facilement. Et ne les ratez pas, s'il vous plaît. La composante, donc, saisonnière. Ensuite, la composante cyclique. La composante cyclique. La composante cyclique de la série. On va les expliquer tout à l'heure. Et la composante résiduelle. La composante résiduelle. Alors, globalement, avant de revenir sur tout ceci, je vous donne des explications. Donc, le trend, qu'est-ce que c'est? Le trend, c'est la tendance. La tendance, comme on l'a dit en français, pardon. Donc, le trend permet juste de savoir si nous avons une série, par exemple, qui est croissante, une série qui est décroissante, une série qui semble stationnaire, ou une série totalement imprévisible, on ne sait même pas si elle peut être croissante ou décroissante. Voilà. Donc, le trend, c'est la tendance générale. C'est ça la tradition d'ailleurs. La tendance générale, ça permet d'apprécier, vous voyez, d'apprécier l'évolution de la série. Est-ce que ça y va de façon positive ou bien c'est décroissant? Vous pouvez affirmer que par exemple le chiffre d'affaires de votre entreprise de janvier à décembre a évolué positivement. C'est-à-dire qu'il y a une croissance généralisée. Ça ne veut pas dire que de tous les mois, il y a une croissance, mais en gros, si on a des chutes, c'est que tantôt ça repart à la hausse. Voilà, donc ça permet d'apprécier l'évolution de la série. La composante saisonnière, vous voyez, étant donné que les séries chronologiques donc, sont liées au temps, vous voyez, pour un cycle de vie, si vous avez votre entreprise, vous convenez avec moi qu'il y a des moments où, par exemple, on dit que c'est la bonne saison. Vous voyez, on dit que c'est la bonne saison, ça dit que pendant cette saison-là, vous vendez mieux, donc vous pouvez faire beaucoup de recettes. Vous voyez, si vous prenez, on le verra peut-être dans le cours, un exemple d'une entreprise qui vend par exemple les jouets. Donc vous convenez avec moi que c'est pendant le moment de fête que elle vendra beaucoup plus de jouets aux enfants. Les parents vont vouloir faire des cadeaux à leurs enfants. Si vous vous intéressez aux produits de beauté, vous voyez, à la vente des fleurs, tout ça là, ne perdez pas de vue que ce serait bien sûr au moment des fêtes d'abord, et ensuite il y a des fêtes spéciales, comme le 14 février où les amoureux veulent se faire des cadeaux, que vous allez vendre beaucoup plus. Donc il y a des saisons qui peuvent affecter votre série. Voilà. Mais notez bien qu'il y a des saisons aussi qui peuvent les affecter négativement. Il y a des moments où, lorsqu'on est en vacances, par exemple, si vous vendez les cahiers, bon, en vacances, qui achète encore des cahiers? Plus personne n'en achète, tout le monde va se reposer. Voilà, les gens vont au village. Donc, il va de sorte que vos recettes vont peut-être stagner ou vont carrément baisser. Voilà. Alors, vous avez la composante cyclique. La composante cyclique veut dire quoi? Vous avez des séries qui peuvent être marquées par ce qu'on appelle des chocs extérieurs. Nous prenons l'exemple du cas du coronavirus. Vous voyez, le coronavirus, c'est un choc purement extérieur
qui est venu anéantir, par exemple, toute notre économie. Vous voyez, il y a des entreprises qui vont disparaître. Il y a des entreprises, lorsque vous allez représenter leur chiffre d'affaires dans 10 ans, sur 30 ans, hein, ça par exemple, si vous représentez leur chiffre d'affaires de 2015 jusqu'en 2025, vous allez vous apercevoir que autour de 2020, il y a un problème. Et quel problème il y a eu? Il y a eu le coronavirus. Ça, c'est un choc. Donc, le choc n'est pas forcément continu parce que c'est externe. C'est externe. Le choc est externe à votre série, mais ça vient l'affecter. Donc, il peut y avoir des phénomènes comme ça dans la vie. Il peut y avoir des grèves, vous voyez. Il peut y avoir donc des phénomènes comme des maladies, vous voyez, des crises politiques qui viennent carrément affecter votre activité économique et donc ça peut agir beaucoup. Alors, la composante résiduelle, c'est quoi? La composante résiduelle, c'est en gros tout ce qu'on n'a pas pu expliquer, ce qu'on n'a pas pu extraire, soit par le trend, soit par la composante saisonnière, soit par la composante cyclique, c'est ça qu'on met dans la composante résiduelle. Alors, donc, il faut comprendre ici, c'est dit ici, que ce n'est pas toujours possible, évident, hein, qu'on ait ces 4 éléments-là dans une série chronologique. Il y a des séries qui ne contiennent que peut-être 2 ou 3. Voilà. Donc, on n'a pas forcément un train dans une série. Donc, notez ça, c'est très important, hein, qu'on n'a pas forcément tout ça. Alors, nous allons maintenant passer, comment appelle-t-on, à la notion de modèle de série chronologique. Donc, au passage, le trend, nous allons le noter T. Vous voyez, on va le noter T. Et la composante saisonnière va se noter S. Ensuite, la composante cyclique, on va la noter C. Attention, on va la noter C. Et pour le résidu, voilà, c'est epsilon, ou E, ou epsilon, voilà. C'est ça qui est le résidu. Très bien. Donc le résidu sera noté epsilon ou tout simplement E. Alors, en termes de modèle de série chronologique, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Donc, on vous dit, nous étudions les modèles qui permettent d'identifier et de quantifier la tendance générale de la composante. Mais avant tout, il faudra connaître le modèle de série auquel on est confronté. Voilà, donc on peut avoir 2 types de modèles. Il y a le modèle qui est dit multiplicatif et le modèle qui est dit additif. Donc, quand le modèle est multiplicatif, c'est que la série est égale au train fois la saison fois le résidu. Et quand c'est additif, ça fait le train plus la saison plus le résidu. Vous voyez que le cycle, on n'a pas fait cas. Vous voyez que le cycle, c'est rare dans les séries. Alors, ensuite, quand vous prenez donc le schéma qui est là, observez bien ces 2 schémas, figure ou un nuage de points. Vous allez voir un exemple de modèle additif. Un modèle est dit additif lorsque la série s'amplifie en multiplicatif. Quand la série s'amplifie en évoluant, observez bien. La série s'amplifie en évoluant. Vous voyez, ça s'amplifie bien en évoluant. Et il sera dit multiplicatif lorsque vous avez l'impression qu'on peut mettre la série dans un faisceau parallèle. C'est comme si on peut mettre la série dans un faisceau parallèle. Dommage, hein, on n'est pas au cours. On peut le mettre dans un faisceau parallèle. Alors, je vais tenter de faire un petit quelque chose, si c'est possible. Si l'écran ne me dérange pas, apparemment ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Je vais tenter voir. Donc, regardez. C'est comme ça on peut mettre la série comme ça. Regardez. C'est pour ceux qui sont dans la vidéo. Voilà. Vous voyez, ça c'est 1. Ou encore. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça on met la série dans un faisceau qui est parallèle. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour les cas de modèle et on continue avec d'autres vidéos ou audio. Merci.
Donc, on vient de voir donc les modèles de série, une série additive ou une série multiplicative. Donc, j'avais dit que la série est multiplicative lorsque on semble pouvoir la représenter dans un faisceau parallèle. Vous voyez. Mais lorsque vous voyez que la série s'amplifie en évoluant, hein, elle s'amplifie en évoluant, on peut conclure que c'est multiplicatif. Mais attention, on peut avoir une série qui n'est ni additive ni multiplicative. Ça arrive. Ça arrive. Donc, ne pensez pas toujours que vous devez forcément avoir une série additive ou multiplicative. Ok, nous allons maintenant commencer par déterminer les éléments composant une série, et ces éléments vont les déterminer une à une. Donc, je rappelle qu'on a le trend, la composante saisonnière, la composante cyclique, la composante résiduelle. Dans le cours, on va juste voir le trend et la composante saisonnière. La composante cyclique, on ne va pas la voir. La composante résiduelle, on n'en a pas besoin. Elle va se déterminer toute seule. Quand on aura extrait le trend et la saison, c'est qu'on a automatiquement la composante saisonnière. Donc, cette première vidéo ou premier audio va vous porter sur le trend. Donc, pour déterminer le trend d'une série chronologique, nous avons deux options. Vous voyez, vous allez voir maintenant qu'on va aller rapidement ici. On a deux options, vous voyez. Donc, on vous dit qu'on peut déterminer le trend par la régression linéaire. Vous voyez, ça nous rattrape là. Ça vous rappelle quelque chose, non? Par la régression linéaire, là, c'est qu'on est en train de chercher un trend qui est linéaire. Vous voyez ici, c'est ça. Donc, on peut trouver un trend linéaire, ou soit un trend par la méthode, les méthodes mécaniques qu'on va vous présenter aussi après. Alors, les méthodes linéaires, ça, on connaît ça maintenant, chers amis, ou bien? Les méthodes linéaires, on les connaît bien. Et ces méthodes linéaires, c'est quoi? La méthode graphique et la méthode analytique. Voilà, donc commençons par les méthodes linéaires. Donc, déterminer la tendance d'une série par la méthode linéaire, en gros, c'est de trouver, comment appelle-t-on? On sait que la série X, que j'écris là, quand on me donne une série X, c'est en même temps X et le temps T. Ça va être deux variables. Donc, je cherche donc à écrire X sous la forme que voici, X égale A fois T plus B. Donc, la question qui dépend de qui revient, chers amis. Et qui dépend de qui ici, c'est bel et bien la série qui dépend du temps. Le temps ne dépend de personne, de rien. Mais c'est la série qui dépend du temps. Ce sont les événements qui dépendent du temps. Donc, la série dépend du temps ici. Donc, nous cherchons à écrire la série comme, comment appelle-t-on, AT plus B. Et ceci, ça va se noter T. T, grand T qui est notre trend. T, je dis trend. Sinon, si vous pouvez écrire comme ça, trend égale AT plus B. Donc, l'exercice pour nous, c'est de trouver A et B. Je dis bien trouver A et B par la méthode graphique ou bien la méthode analytique qu'on a déjà apprise. Alors, par la méthode graphique, c'est la méthode de Meyer que vous connaissez bien. Donc, vous dit, ici, voici, vous avez les données trimestrielles d'une entreprise Start Marketing sur les chiffres d'affaires en 2015, 2016 et 2017. Je vais perdre un peu de temps ici pour vous expliquer quelque chose. Regardez bien les séries. Nous sommes ici en 2015. Après, on est passé en 2016. Vous voyez, on est passé en 2016. Prenons une autre couleur là. On est passé en 2016. Ensuite, nous sommes allés en 2017. On est allé en 2017. Donc, regardez bien, trimestre 1, valeur, trimestre 2, valeur, jusqu'à on finit, on revient en trimestre 1 l'année suivante. Alors, pour étudier la série, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez insérer une nouvelle variable que vous allez appeler T. Et T va prendre quelle valeur? T sera 1, 2, 3, 4. On continue par 1 encore.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est quoi je vous ai dit que le temps est quantifiable. Vous voyez, donc notre travail revient donc à étudier les deux variables que voici. La série et le temps. Ceux qui sont en vidéo, voilà, les deux variables que voici donc, c'est la série et son temps. Donc voilà, j'ai deux variables. Et ça devient facile, on va appliquer juste le cours passé. Donc, la solution, par la méthode de Meyer, ça revient à ordonner la série, n'est-ce pas? Selon la variable explicative qui est le temps ici. Mais vous allez voir que vous n'avez pas besoin d'ordonner. C'est déjà ordonné, c'est plus rapide. Comme c'est déjà ordonné, vous regardez bien, le temps va de 1 à 12. Donc, je n'ai plus qu'à scinder ma série en deux, de 1 à 6. Vous voyez? Et après de 7 à 12. Très facilement. 1 à 6, 7 à 12. Et quand j'aurai fini de scinder ça, je vais calculer donc mes X1, Y1, X2, Y2. Tout comme il avait fait pour, comment appelle-t-on, la méthode, pour la méthode de Meyer, lorsque on avait étudié cela au chapitre passé. Donc, vous voyez que pour calculer ces éléments, on a déjà fait ça. Chacun sait comment ça marche. X1, ça fait 1 plus 2 jusqu'à 6. Y1, pardon, ça fait... donc, on a dit X1, c'est quoi? Donc, X1, ça fait 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 6, n'est-ce pas? Et je crois qu'on s'est complètement mélangé ici. Faites attention. Donc, on a X1 qui est 1 plus 2 jusqu'à 6 et Y1, on a permuté, vérifiez bien. Si je me trompe, on peut changer. Ça fait, ça devient Y1 qui est égal à 415 plus 550 jusqu'à ceci. Après, X2, corrigez là-bas s'il vous plaît, c'est 6 plus 8, 6, X2, c'est 6. Oh, il y a beaucoup d'erreurs ici, s'il vous plaît. Dommage, hein? Dommage, il y a beaucoup d'erreurs. X2, ça fait 6 plus 7, pardon, ça fait 7 plus 8. Oh là là, 7 plus 8. Voilà, plus 9, plus 10, plus 11 et plus 12. Divisé par 6. Et ça doit faire normalement quelque chose de 9,5, je pense. 9,5. Vérifiez bien, vérifiez ça bien. Sinon, on va reprendre ça ensemble. Voilà. Donc, on a maintenant Y1 et Y2. Alors, je vais voir comment est-ce que, voilà. Alors, mais dans les calculs de A et B, c'est juste. C'est juste. Donc, pour calculer A et B, on a fait Y2 moins Y1 sur X1 sur X2 moins X1. Là, c'est juste. Donc, j'ai corrigé. Hein. Corriger, c'est vérifier. C'est pas juste. Vérifiez chez vous. Vérifiez bien. Donc, on a le train trouvé qui est donc donné par 9,94 T plus 389,86. Voilà. Merci. Alors, nous continuons maintenant avec la méthode analytique. Donc, la méthode analytique ici qu'on va étudier, c'est de passer par la méthode MCO. Donc, je vous ai dit, si ça devient juste une application, c'est des petites applications et on y va rapidement. Donc, la méthode MCO qui revient à faire quoi? Alors, je vais aller chercher la formule de la méthode MCO. Je vais aller la chercher pour la ramener pour que vous voyez clairement ce qu'on est en train de faire.
Alors, chers amis, suivez bien. Je m'en vais là plus haut, patienter un peu sur vous qui surtout nous suivez. Voilà, donc c'est la formule là qui m'intéresse. Je vais la prendre plus haut. Voilà, celle-là. La formule de l'équation normale. Voilà. Donc, je la ramène là où j'étais, juste pour vous montrer comment on l'applique. Alors, donc pour vous qui êtes en vidéo, on va donc appliquer cette formule-là. On va l'appliquer. Voilà. Donc, pour appliquer cette formule, qu'est-ce que nous allons faire? Je colle ça ici. Ça, c'est la formule générale que nous connaissons. J'ai bien dit que notre x, c'est le temps. Ici. Donc, je mets partout, il y a x là. Je mets t. Je mets le temps. Voilà. Et le y c'est le temps. Je remplace x d'abord par le temps, dans la grande formule que j'ai en haut là. Donc, le y pour moi, c'est le chiffre d'affaires. Donc, c'est CA. CA. Voilà. Donc, x, c'est le temps, et le y, c'est le chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que ça devient simple, n'est-ce pas? On remplace. Et donc, on a donc ce que nous voulons faire. Donc, on va reproduire notre tableau habituel. J'ai T, j'ai le chiffre d'affaires que j'appelle CA. Je fais T carré parce que, rappelez-vous, en haut là, et je fais T fois CA. Donc, je vais appliquer la formule. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça tout en réalité. Donc, j'ai calculé les sommes qui sont en bas. Ça devient 78A plus 12B. N, c'est 12 ici. Égal à la somme des CA. Somme des CA, donc 78. On l'a pris ici. Après, j'ai lu ça. Après, le 12, on connaît. C'est 12 éléments ici. Égal à la somme des CA. Somme des CA, le voici. Je le prends. Ensuite, j'ai, comment appelle-t-on? 650. 650, vous voyez, A plus 78B. Allons vérifier ça ici, si on s'est trompé ou pas. Donc on vous dit A, somme des T carrés. Somme des T carrés, c'est ça. Ça veut dire 650. 650, voilà, plus 78B. 78B, ça fait la somme de quoi? Des T. C'est ça qu'on a ici, déjà ici. 78B, excusez-moi, la machine me crée des soucis là. Excusez-moi, vous qui suivez à la vidéo là. Voilà. Donc on a 678B égale donc à 35 220. C'est la somme de T fois CA. Et on peut donc résoudre ce système-là et avoir la solution à notre problème. Pour trouver que A, c'est 9,02 et que B, c'est 376,36. Voilà, donc ma fille est de retour. Petit, on est fâché contre toi. Voilà, donc nous avons donc fini avec la formule. Donc regardez bien cette formule-là. Vous voyez qu'elle est différente de la formule de Meyer. Je vais vous dire en même temps que pour les séries chronologiques, en réalité, la formule de Meyer n'est pas tellement recommandée. La méthode de Meyer n'est pas tellement recommandée. La meilleure des méthodes, c'est la méthode MCO. C'est la méthode MCO. Alors, pour vous qui voulez aller rapidement, sans vous fatiguer, si vous êtes bien en mathématiques et que vous vous rappelez la notion des sommations au lycée, vous pouvez appliquer les formules là. Vous voyez ici, par exemple, on a fait
on avait 1 plus 2 plus 3 égale 12, celui-ci. Vous vous rappelez ceci, je suppose. Cette somme-là, au lycée, il y a une formule pour ça, n'est-ce pas? Donc, on savait au début du lycée que 1 plus 2 plus 3 égale n, c'est n fois n plus 1 sur 2. Et si vous appliquez ça, ça vous donne ici 12 fois 13 divisé par 2. Si vous calculez ça avec 78, vous n'avez pas besoin donc d'aller appliquer l'autre formule là. Et on sait aussi que 1 carré plus 2 carrés jusqu'à n carré, ça fait n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Ici, si on applique, ça devient n, c'est 12 fois 13. 2n plus 1 fois 25, je pense. Donc, divisé par 6. Et on a calculé donc ça, t carré, et celui-ci. Donc, on peut ne pas mettre ces colonnes-là, mais bon, pour éviter tout ceci, si vous n'êtes pas sûr de vous, mettez ça, chers amis. Et si vous appliquez, vous trouverez aussi 150. Voilà. Alors, lorsque vous trouvez le trend, la tendance là, vous pouvez reprendre la série. Si vous avez fait votre figure, votre mirage de points, vous voyez votre série, comment elle se comporte. Hein, et vous représentez la droite, puisque ça c'est une équation. 9,02t plus 376 là, c'est vraiment une équation. Donc, on peut la représenter donc ici. Voilà. Donc, c'est fini pour la détermination du trend par la méthode analytique. Et je l'ai déjà dit, mais on vous le rappelle ici, s'il vous plaît. On vous le rappelle ici, et c'est très important de le savoir, que les deux méthodes qu'on vient d'appliquer là ne donnent pas forcément les mêmes résultats. Voilà. Ça ne donne pas. C'est même rare que les deux méthodes aboutissent au même résultat. Et j'ai même dit, pour compléter, que pour une série chronologique, la méthode préférée, la méthode recommandée, c'est la méthode MCO. Cependant, à l'examen, nous pouvons vous demander n'importe laquelle des deux méthodes. N'importe laquelle des deux méthodes. L'important, c'est de les assimiler. Donc, liez déjà cette partie du cours à la première partie du chapitre 1, là, au chapitre 1. Et je vous avais dit que le chapitre 1 est le chapitre fondamental de ce cours. Si vous ne le maîtrisez pas, ça vous sera compliqué pour la suite. Merci. Alors, cette vidéo, cet audio vous présente la détermination du trend d'une série chronologique par les méthodes dites mécaniques. Les méthodes dites mécaniques. Et il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle les moyennes échelonnées et ce que nous appelons les moyennes mobiles. Je vous présente les moyennes échelonnées. Donc faire des moyennes échelonnées pour une série chronologique, c'est quoi? C'est de faire la moyenne des valeurs de cette série-là, prise 2 à 2, 3 à 3, 4 à 4, et ainsi de suite. Alors, on va prendre un exemple très simple, c'est rapide. Hein? Donc, on vous dit à un tableau 1, appliquer la méthode des moyennes échelonnées pour m égale à 2 et m égale à 3. Donc, regardez ici, je prends par exemple ceci pour m égale à 2. Pour m égale à 2, j'ai ma série qui est là. Donc, on est allé prendre les données du tableau 1. Attention, ici même il y a un problème. Il y a un petit souci. Nous vérifions bien. Voilà, donc c'est T1 jusqu'à T4. Vous voyez quand on met janvier à ceci là. Ça ne marche pas, c'est pas bien fait. Mais ça n'affecte pas l'exercice. Donc là, je vais remplacer, s'il vous plaît. Voilà. T1 jusqu'à T4. Donc, pour faire une moyenne échelonnée d'ordre 2, par exemple, je vais prendre la somme de ceci, 6 et 8. Je fais leur moyenne, divisé par 2. Après, je prends 13 et 17. Je fais leur moyenne, divisé par 2. Donc, quand je divise par 2, ici, je trouve cette valeur-là. Et par 2, là, je trouve cette autre valeur.
Voilà, donc observez bien la série. On a fait les moyennes 2 à 2. En haut, nous avions 12 valeurs. En bas, on en aura 6. En haut, on a 12 valeurs et en bas, on en aura 6. Alors, je vais vous faire pour m égale à 3, par exemple. Pour m égale à 3, pour m égale à 3, qu'est-ce qui va se passer? Pour m égale à 3, vous allez voir que j'ai oublié de mettre ensemble les 3 premiers. Vous voyez, je dois mettre ensemble les trois premiers. Ensuite, les 3 suivants. Et je continue. Donc, je dois faire ça. La somme de 6 et jusqu'à 13. Je leur donne une couleur là. Ensuite, de 17 à 18, je donne à ça aussi une autre couleur. Voilà. Et je continue de cela. Donc, ici, il y aurait combien de valeurs selon vous? Répondez-moi rapidement. On aura combien de valeurs si on applique m égale à 3? Donc, si vous avez la réponse, donnez ça dans le groupe rapidement. Voilà. Alors, donc, à quoi servent les moyennes échelonnées? Ça permet juste de se prononcer sur la tendance de la série. C'est de se prononcer si on a une tendance qui est globalement à la hausse ou globalement à la baisse. Donc ici, la moyenne nous donne 7, 15, 17, 27, 25, 35. Bon, si vous voyez, globalement, on est parti de 7 à 15. De 15, on est venu à 17, mais on est reparti à la hausse après. On redescend un peu, on repart à la hausse. Donc ici, on va conclure que cette série est globalement à la hausse. C'est ce que je vous avais dit. Ça ne veut pas dire qu'il y a une hausse pour tous les mois. Attention. Ou bien pour tous les trimestres. Voilà. Donc, c'est ça qui est dit ici. On constate qu'on a une tendance générale qui est à la hausse. Alors, donc il y a un inconvénient pour cette méthode. C'est que ça divise le nombre d'observations par M en fait. Donc, quand vous avez M égale à 2, on s'est retrouvé à 6 observations. Or, vous savez qu'en statistique, ce qui est suggéré, ce qui est conseillé, c'est d'avoir beaucoup de données. Donc, quand les données se réduisent, ça perd un peu la qualité. La qualité, et ça ne permet pas que nous nous prononcions avec beaucoup de suffisance. Vous voyez, avec beaucoup de certitude. Voilà. Donc, nous en avons fini avec la méthode des moyennes échelonnées. On va passer donc à la méthode des moyennes dites mobiles avec une autre vidéo ou audio. Merci. Nous vous présentons à présent la méthode des moyennes mobiles pour déterminer le trend ou la tendance générale d'une série chronologique. S'il vous plaît, cette méthode est un peu plus complexe par rapport à la méthode des moyennes échelonnées. Je vous l'annonce en même temps. Alors, c'est quoi une moyenne mobile? Par définition, donc, une moyenne mobile, donc par définition, une moyenne mobile, voilà, est un outil intéressant pour éliminer ou amortir les mouvements cycliques, saisonniers et accidentels. La moyenne mobile, donc, c'est ça ma définition, d'ordre P, est la moyenne arithmétique de P valeurs consécutives. Suivez bien. La moyenne arithmétique de P valeurs consécutives. Alors, faites attention, ceci est différent de la moyenne échelonnée. La moyenne échelonnée fait les moyennes bloc par bloc, 2 à 2, 3 à 3 et ainsi de suite. Ici, c'est des moyennes de P valeurs consécutives qui se suivent. Voilà. P valeurs consécutives. Et son calcul est fonction de la parité de P. Si vous avez P pair, vous avez une formule pour ça. Et lorsque P est impair, vous avez également une formule pour ça. Alors, pour le moment, je vais laisser tomber les formules, comme si je ne les connais pas. Et on va aller faire donc l'application numérique. Vous voyez, on va aller faire l'application numérique. Alors, nous allons faire la moyenne mobile d'ordre impair. Commençons par l'ordre impair. Vous voyez les formules qui sont là, vous paraissez un peu bizarres. Donc c'est pourquoi je ne veux même pas les lire et je vais vous démontrer qu'en même sans lire ces formules-là, on peut en réalité s'en sortir. Alors, quelle est l'idée?
de la moyenne mobile. Donc, l'idée, c'est soit on a un ordre pair ou on a un ordre impair. Donc, nous avons d'abord l'ordre impair. Je vais prendre, par exemple, M égale à P, l'ordre P égale à 3, par exemple. Je prends l'ordre P qui est égal à 3. Vous voyez. Je prends P égale à 3. Alors, pour P égale à 3, voilà l'activité numéro 4. Je vais vous montrer comment on calcule les moyennes mobiles d'ordre impair. Pour P égale à 3, je me situe par exemple à cette date-là, à cette date 5. À la date 5. Qu'est-ce que je fais? La définition dit qu'on fait la moyenne de P valeurs consécutives. Donc on prend 3 valeurs consécutives. Comment sont choisies ces 3 valeurs? Suivez, pour ceux qui sont dans la vidéo. Je vais prendre la valeur, je suis à la date 5. Je vais prendre la valeur qui correspond à 5. D'abord, ça fait donc 16. La valeur avant 5, ça fait 17. La valeur après 5, ça fait 18. Donc, je fais la somme des 3 là, que je divise par combien? Par 3, parce que l'ordre que j'ai choisi, c'est l'ordre, comment appelle-t-on? 3. Donc, si vous faites 17 plus 16 plus 18, que vous divisez par 3, vous trouverez que ça fait 17 et c'est pour cette valeur-là. Pour P égale à 3. Alors, je vais ici, par exemple, à 9. Je prends les valeurs à tout hasard là. Je suis à 9. Donc, à 9, je vais faire ceci. Je vais faire 24. 24 plus 30, pardon, 30 plus 24 plus 26. Une valeur avant, une valeur après. Donc, faites ça et donnez-moi la valeur. Je vais voir. Donnez-moi la valeur vous aussi pour que je vois combien vous trouvez. On va comparer. Donc, dites-moi, ici c'est 17. Là, on aurait combien? Alors, vous pouvez faire ça pour tout maintenant. Vous voyez que quand je me mets au niveau de 6, pour 6, il n'y a pas de valeur avant. C'est-à-dire pour la première date, il n'y a pas de valeur avant. Donc, je ne peux rien faire à 6. Également, au niveau de 12, je ne peux rien faire. Vous voyez, quand l'ordre est impair, c'est facile. Mais quand ça va devenir pair, faites attention, suivez bien. Ce n'est pas aussi évident que ça. Vous voyez, ce n'est pas aussi évident que ça pour pair. Donc, vous voyez, je n'ai pas vu la formule, mais je me suis bien tiré ici. Alors, si on était à 5, après 3, c'est 5 impair. Vous voyez qu'à 5, quand je prends la valeur, je dois prendre 2 avant et 2 après. C'est ça le secret. Je vais maintenant faire pour 2. Je prends P égale à 2. Quand je prends P égale à 2, ça me donne quoi? Regardez, quand je prends pour P égale à 2, je me mets, par exemple, ici, au niveau de 3. Je vais calculer P égale à 2. Vous voyez que le principe des moyennes mobiles, c'est de prendre autant de valeurs à gauche et autant de valeurs à droite. Donc ici, si je prends autant de valeurs à gauche et autant de valeurs à droite, vous voyez que je me retrouve à 3, alors que je dois diviser par combien? Par 2. Comme je dois diviser par 2, il me faut faire en sorte que ma pondération en haut fasse 2. D'où ici, la moyenne mobile sera égale à quoi? Ça va être égal à ceci. Ça va être donc 8 ici. Si on va mettre des couleurs, 8, 13 et 17. C'est-à-dire je fais 13 plus 8 et 17. Mais si je fais ça là, 8 plus 13 plus 17, que je dois diviser par 2, parce que c'est 1 à P égale à 2, vous voyez qu'il y a un problème là. En haut, les coefficients avaient 1, 2, 3. Je divise 3 par 2, c'est pas bon. Donc il me faut faire tout pour avoir coefficient 2 en haut. Donc pour avoir coefficient 2 en haut, je dois faire 0,5 fois 8. Et à la fin, je fais 0,5 fois 17. Donc vous voyez que c'est une moyenne pondérée en fait, où on a fait demi
aux extrêmes. Alors, essayez de faire, par exemple, donc j'ai fait ceci là, donnez-moi la valeur, s'il vous plaît. Donnez-moi la valeur. Faites ça pour 7. Et donnez-moi la valeur. Et on va comparer ensemble pour voir si vous comprenez. Voilà. Donc, c'est ça, comment appelle-t-on, la notion de moyenne mobile. Donc, ici aussi, quand on fait les calculs, vous pouvez voir comment ces valeurs se comportent. Est-ce que nous avons des valeurs qui sont croissantes ou des valeurs qui sont décroissantes? Voilà, ça vous permet de vous prononcer. OK. Alors, ceci, donc on a trouvé les valeurs de la moyenne mobile. Le reste qui suit, on ne va pas le faire. Comment on trouve le trend par la moyenne mobile, ce n'est pas ce qui est important pour vous ici. Donc cette partie-là ne fait pas partie du cours. On va sauter ça. On va sauter ça. Donc, si vous savez calculer le trend, déjà, c'est pas mal. Sinon, vous pouvez le faire. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on calcule les moyennes mobiles, on le calcule pour toutes les valeurs. Et on peut représenter cette série-là. Si vous la représentez, vous allez voir que ça, c'est la première série. Vous voyez comment elle est un peu bombée là. Mais si vous représentez la moyenne mobile, vous allez voir que c'est ça qui est ici. Vous voyez, ça paraît être une droite. Je dis, mais ça paraît être une droite, par exemple. Voilà. Alors, pour terminer cette histoire de moyenne mobile ou bien de trend, notez qu'on peut avoir d'autres types de trends. Hein. Il n'y a pas que des trends linéaires. On peut avoir des trends hyperboliques, comme ce que vous voyez là, des trends exponentielles, vous voyez des trends logistiques. Mais on ne va pas les appliquer ici. Nous sommes dans un cours en ligne, donc on va vous donner juste l'essentiel. Si on a la chance de se retrouver dans l'amphi, bon, on pourra vous faire quelques exercices pour vous montrer qu'on peut aussi avoir d'autres types de trends. Voilà, donc nous avons donc fini avec la notion de trends pour cette première partie. Merci. Question?